Vous êtes journaliste? Vous connaissez des journalistes? Le 21 mai a lieu la journée de la diversité culturelle pour le dialogue. Et si vous en parliez? Dans un contexte mondial marqué par les conflits armés, les replis identitaires et la polarisation, je souhaite mettre en lumière une question essentielle. Comment recréer du lien dans un monde qui se fracture? Deux approches possibles et complémentaires, l'éducation au dialogue entre les cultures comme vecteur de paix, le développement des compétences interculturelles en entreprise pour renforcer la performance et la cohésion. Je suis la seule Française reconnue par l'UNESCO comme jeune leader pour la paix. Depuis plus de 15 ans, je mène des actions d'éducation au dialogue interculturel avec mon ONG Constellatio, accréditée par l'UNESCO auprès d'enfants dans 16 pays. Vous aimeriez voir davantage de sujets sur le dialogue interculturel dans les médias? Partagez ce post ou identifiez des journalistes que vous appréciez. Nous avons tant besoin de récits qui retissent des liens et insufflent de l'espoir. Évidemment, je ne pouvais pas rester de marre devant ce post sur LinkedIn de Charlotte Courtois, que je connaissais déjà, et auquel j'ai répondu illico, je cite, « Invitation officielle sur Éclat de voix par la journaliste que j'ai été, rendez-vous sur un autre canal pour la suite. » Et la suite, la voilà. Après cette intro en forme de teaser, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode d'Éclat de voix, le podcast des prises de parole engagées. Je suis Anne-Claire Delval et après des années de journalisme, j'ai toujours et plus que jamais la conviction qu'il est important de porter des voix qui éclairent, embellissent le monde. Celle de mes invités, comme la vôtre d'ailleurs. J'ai créé cet espace pour qu'ensemble, nous appliquions ce mantra que j'aime tant. Dire vaut toujours mieux que taire. Comment est-ce que je dois dire aujourd'hui? Je te dis salut, hola, ou bien bonjour, buenos dias, parce que de là où tu es, je crois qu'on parle en espagnol. Salut Charlotte. Salut, on parle en espagnol, on parle en catalan et j'ai honte de te dire que je suis toujours pas exactement sûre comment on dit en catalan. Je crois que c'est bon dia. Mais j'ai toujours un peu peur de me mélanger avec le portugais. Bon, donc oui, je suis à Barcelone et ici, ouais, on parle castillan-catalan, mais on parle toutes les langues du monde parce que ceci est une ville internationale au possible, en plus d'être catalane. Oui, alors du coup, ça nous fait un pont immense entre Luxembourg, aussi super international, où on parle plein de langues également, et puis Barcelone, ville de cœur aussi pour moi. Donc je suis ravie de faire ce lien avec toi de là où tu es. Alors Charlotte, on a un peu discuté évidemment ensemble avant de lancer ce podcast, et je suis assez fascinée par ton parcours, pour être honnête, parce qu'il y a quelque chose d'un particulier chez toi. C'est que très, très tôt, en fait, tu as su quelle trajectoire professionnelle et ce qui te menait dans le monde, ce qui te motivait. Tu étais passionnée dès l'âge de quoi? Une vingtaine d'années, on va dire, 24 Oh, ans, même avant! même avant, pas même avant, Ça par a les pris récits. forme à ce moment-là, mais oui. Ouais, c'est ça. Donc depuis très longtemps, depuis peut-être, toujours finalement, tu es fascinée par tout ce qui touche à l'interculturalité culturalité. C'est moche ce que je viens de dire là. Bon, au départ, si ma mémoire est bonne, tu as commencé par faire, le tour du monde pour aller, proposer à des enfants de raconter leurs histoires, et puis tu en as fait, un objet, un livre ou quelque chose. En tout cas, tu as créé du lien, et à ce moment-là, peu ou prou, tu as fondé ton association. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Et Absolument. Alors pour revenir un peu plus en arrière, effectivement, ma passion pour l'interculturel, elle remonte, je pense, à quand j'étais ado. Je pense que j'ai toujours été curieuse et pour le coup, j'ai toujours déménagé, enfin en famille, on déménageait régulièrement quand j'étais petite. Donc l'humain a toujours été assez central dans ma vie et dans, bah, voilà, comment je trouve ma place dans différents endroits à chaque fois et cetera et j'ai toujours eu une vraie curiosité pour l'autre, avec un grand A. Et quand j'étais ado, on habitait en Australie, entre mes 13 ans et mes 15 ans et c'est là, en fait, que j'ai eu un coup de waouh! Un coup de: «Ah mais attends, il y a d'autres façons de faire les choses, il y a d'autres façons de comprendre, le monde et cetera» et donc je pense que, tu vois, ma passion, pour ce sujet-là vient vraiment de ce déclic-là quand j'étais ado et effectivement, j'ai énormément de chance
d'avoir trouvé ma passion, mon sujet de cœur très, très jeune. Et donc j'ai fait des études de commerce international, des études en sociologie, anthropologie et après ça, j'ai bossé pendant 1 an et demi et assez rapidement, effectivement, je me suis dit: «Bah, en fait, j'ai envie de mener un projet sur l'interculturel avec les enfants». Et donc j'avais 24 ans quand j'ai fondé l'association Constellatio, qui a pour mission de sensibiliser, un peu tout le monde, mais surtout les enfants et les ados au dialogue entre les cultures. Et effectivement, ouais, à 24 ans, j'ai créé Constellatio. Pourquoi? Parce que j'avais le projet dont tu parlais, qu'effectivement je suis partie faire un tour du monde de 15 mois toute seule, où j'intervenais dans des écoles, des ONG, des centres communautaires et cetera, pour faire écrire aux enfants des histoires qui racontaient leur culture et leurs traditions. Et donc en j'ai alors j'ai puisqu'à l'époque j'étais un peu toute seule, ça a changé depuis, mais j'ai créé non pas un livre, mais 7 livres. En fait, c'était des petits livrets, qui présentaient la culture locale par les enfants et pour les enfants. Donc les enfants racontaient une journée à l'école, un mariage, un anniversaire, la fête nationale et cetera. Ils illustraient ces histoires. Tout ça évidemment, c'était fait en groupe avec du brainstorming, avec du vote et cetera pour que tout le monde soit d'accord sur ce qu'allait être présenté au monde comme étant leur culture. Et ces 7 livrets ont été imprimés dans 3 langues, français, anglais, espagnol et échangés entre les, 200 enfants participants de ce projet-là, dans 7 pays. Donc voilà la genèse de mon ONG Constellatio. Bon, peut-être préciser, mais donc une ONG généralement c'est une association. Une association, on commence à la qualifier d'ONG quand elle a une présence internationale et une reconnaissance par des institutions internationales et nous, en l'occurrence, on est accrédité depuis, 4 ans par l'UNESCO, et donc voilà, depuis 4 ans, j'alterne un peu plus facilement entre, association d'intérêt général et ONG. En tout cas, une belle reconnaissance de ce travail. Alors, tu dis, la genèse, moi je trouve que c'est c'était déjà énorme comme travail de se lancer, directement, avec, cette, mission de traverser le monde entier comme ça. Alors Mmh. aujourd'hui, on peut dire et puis tu viens de le dire, tu es reconnu sur le plan international, le travail que tu fais. Tu t'appuies aussi sur des données internationales. Mmh. Et puis maintenant, tu as une sorte de légitimité, enfin même pas une sorte, tu as une légitimité, on reviendra un peu, sur le pourquoi du comment. Est-ce que tu as l'impression qu'entre, le moment où tu lances, ton projet, sur, qui n'est pas encore en fait, hein, si j'ai bien compris, Constellatio et maintenant, est-ce que tu as l'impression qu'on t'entend et qu'on t'écoute différemment? Alors, oui, mais je ne suis pas certaine que ce soit dû tant que ça à quelque chose d'extérieur. Je pense que on va reprendre le titre de ton podcast, mais je pense que je porte ma voix différemment. J'ai commencé cette, aventure-là en me cachant un peu. Je me rappelle à l'époque, ma mère me disait: «Mais tu devrais contacter la presse, tu aurais des articles et tout». Moi, j'étais là: «Non, non, 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 laissez-moi tranquille. Moi, je veux faire mon projet dans mon coin, je veux pas qu'on vienne me dire: "Tu fais n'importe quoi", machin et tout. Laissez-moi faire mon truc, discrètement». Mais donc il y avait vraiment un côté: «Laissez-moi faire mon truc de mon côté». Aujourd'hui, bah, ça fait 15 ans que Constellation existe. Depuis, j'ai développé d'autres activités, donc je suis également conférencière en entreprise, je suis également podcasteuse et donc en fait, je porte ma voix de manière vraiment, plus assumée et avec un objectif, ouais, délibéré d'influencer positivement le monde et pour l'influencer, bah, il faut que mon message, il soit entendu et donc il faut que je le porte et donc je pense que, ce que alors oui, j'ai gagné en crédibilité, en légitimité de par tout ce que j'ai porté, de par plusieurs reconnaissances, notamment l'UNESCO. Mais je pense que moi, je me tiens différemment dans mes baskets ou dans mes chaussures à talons quand je suis en conférence, mais je pense que, j'assume différemment ma voix. Finalement, l'un nourrit l'autre à t'écouter. Totalement, Tu tout as nourrit tout tu as chez dit moi. voilà, Je non fais mais plein de choses, mais tout est lié et tout ouais. et ta sécurité intérieure a grandi avec ta reconnaissance extérieure et inversement, parce qu'on a senti que de plus en plus tu étais ancrée dans ta mission, tes messages, j'imagine, eh bien, on t'a reconnue peut-être plus facilement et tu es aujourd'hui la seule Française, c'est important de le souligner quand même, parmi les 50 jeunes leaders, pour la paix de l'UNESCO. Moi, j'avais envie de te demander, comment est-ce que tu gères ça? Parce que finalement, OK, tu parlais de ta
ta propre voix. Mais là, je me dis, il y a une sorte de responsabilité finalement à être cette voix pour la paix dans un contexte en plus mondial où aujourd'hui, on peut dire que, d'après les chiffres que tu m'as donnés ou que tu as cités, que j'ai retrouvés, c'est 89 des conflits qui naissent dans des endroits du monde où les voix ne sont pas du tout entendues et encore moins celles des plus faibles. Exactement, c'est en fait, l'UNESCO a montré un lien, direct entre le dialogue interculturel, ou en tout cas le manque de dialogue interculturel et les conflits. Et moi, il m'a fallu longtemps pour commencer à dire que je travaillais pour la paix, parce que ça me semblait très présomptueux de ma part que de dire: «Je viens promouvoir la paix avec mes petites actions». Et je pense que ce chiffre, il a été assez déterminant de me dire: «OK, non, en fait, oui, c'est prouvé que quand il y a pas de dialogue et notamment de dialogue interculturel», et on y reviendra sans doute, mais le dialogue interculturel, c'est pas uniquement le dialogue entre les cultures nationales. Il y a des cultures, régionales, il y a des cultures générationnelles, il y a des cultures religieuses, il y a des cultures d'entreprise et cetera. Et donc sans ce dialogue-là, bah, c'est plus facile de se taper dessus concrètement. Et donc il m'a fallu un temps pour assumer ce côté, bah, oui, ce que je fais pave la route pour aller vers la paix. Maintenant, quant à la responsabilité que ça implique, ouais, je crois que ça m'a donné la responsabilité de me donner un coup de pied aux fesses surtout. Encore une fois, de sortir de ma zone de confort, d'arrêter de me cacher. Mais en fait, tu ne peux pas être leader pour la paix si tu ne leads pas, si tu ne tu vois? Donc en Bien fait, il sûr. faut inspirer, il faut être entendu, il faut montrer l'exemple, et pour montrer l'exemple, bah, faut être vu. Donc ça a été, ouais, un déclencheur pour moi, de me dire: «OK, c'est ma responsabilité de, bah, de sortir de ma zone de confort», même si bon, je sais même plus où elle est ma zone de confort, ça fait longtemps que j'en suis sortie, mais tu vois, vraiment de pas rester sur mes acquis, de pas me contenter de faire petit parce que, «Oh, est-ce que c'est assez bien?» parce que mon syndrome de l'imposteur prend le dessus et cetera. Mais de dire: «Bon, bah, le syndrome de l'imposteur, OK, je le vois, il est là, mais là tu tu restes sur le côté j'ai des trucs à faire», tu vois? Il y a un peu ce côté-là, et je pense que cette reconnaissance de l'UNESCO en tant que jeune leader pour la paix, ça m'a apporté je sais pas, cette source de motivation supplémentaire pour, bah, parler plus fort, tout en écoutant plus fort, mais tu vois? Génial, génial. Alors, tu dis souvent dans tes discours, encore aujourd'hui et encore plus j'imagine au départ, que tu semais des graines, au départ de Constellatio et probablement de tes activités d'une manière générale et aujourd'hui tu continues finalement à en semer, mais peut-être que quelques années après avoir commencé, maintenant tu as un peu de recul, j'imagine qu'après, je ne sais pas combien d'enfants tu as rencontrés à travers le monde, combien de dirigeants, combien de personnes lambda aussi, est-ce que ta prise de parole maintenant, tu peux dire qu'elle est devenue ou pas, hein, d'ailleurs, un peu plus stratégique, un peu plus politique, ou pas du tout? Hem, je crois que non. Je crois que ce qui me met en mouvement, ça reste la même chose, en fait. C'est que j'ai un côté, tu vois, je parlais du syndrome de l'imposteur, en ce moment, c'est encore, c'est très, très présent, et j'y travaille beaucoup, et je suis retombée sur, quelque chose que j'avais écrit il y a, bah, quand j'ai créé Constellatio, où je disais que, bah, la question, c'est toujours: «Est-ce que tu vas changer le monde?» et cetera. Mais si j'arrive à changer ne serait-ce qu'un enfant, je considérerais que ça a servi à quelque chose, que j'avais pas besoin de changer, 10 000 personnes pour considérer que ça servait à quelque chose. Et bah, aujourd'hui, je me rapproche. Donc pour répondre à ta une partie de ta question, à date, on est intervenu auprès de plus de 5 800 enfants dans 16 pays différents. Donc tu vois, je suis plus proche des 10 000 que des zéros pour le enfin, que des 1 pour le coup, et encore là, je me pose la question. Donc non, ce qui compte pour moi, c'est l'impact, et c'est l'impact, qualitatif, et c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on nous demande de plus en plus des KPI, des indicateurs de mesure qui vont juger de: «Oui, tu as eu un impact suffisamment bon». Du coup, on en vient à chercher des chiffres partout et à se dire: «Est-ce que c'est assez bien?» Bah, en fait, pas tant que ça, parce que regarde telle ONG, elle a fait des projets avec ton enfant, et du coup, moi, à côté, c'est rien du tout et cetera. Et puis après, bah, tu reçois un message sur Instagram, d'un jeune Tunisien qui te dit: «Tu te rappelles quand tu intervenais dans ma classe il y a 10 ans? Bah, j'ai toujours les petits livrets, qu'on a écrits, pour présenter notre culture tunisienne, et je les relis de temps en temps alors qu'il a 20 ans, et je fais une partie de mes études en France parce que du coup, ce qu'on a fait ensemble, ça m'a donné envie de découvrir plus sur, d'autres pays». En parlant là, tu vois, ça me donne des frissons, mais en fait, Moi non, aussi. non, je pense que mon engagement, il est
pas politique, il est pas stratégique, il est juste je veux Humain. juste avoir ouais, je veux juste avoir un impact positif sur la vie des gens. Bon, je pense que c'est déjà le cas. Alors, syndrome de l'imposteur, j'ai envie de te dire, mais d'où vient-il celui-là? Parce que franchement, non, j'y crois pas. Moi, en tout Il est cas, j'ai été important. Il est important parce que c'est celui qui t'amène à aussi à te remettre en question de temps en temps et donc à te réaligner. Si j'avais pas de doute, ce serait mauvais signe sur ce que je fais, je trouve. oui, Donc il faut dans ce l'accepter, sens de mais pas le laisser te grignoter. mener ta barque. Ouais, Mmh. oui. Mmh. Non, parce qu'on peut tu peux franchement être fier de tout ce que tu as accompli si jeune, depuis si longtemps, de manière aussi intense. Il y a pas beaucoup de gens qui peuvent, regarder leur vie en si peu de temps, se dire: «Bah, voilà, j'ai accompli déjà tout ça». Évidemment, on peut toujours faire plus, on peut toujours faire moins, mais en tous les cas, une chose est certaine, c'est que pour préparer ce podcast, évidemment, j'ai, regardé le TEDx que tu avais fait et j'avoue que j'ai été vraiment très touchée, notamment, il me semblait que c'était aussi en Tunisie, que tu as parlé de ce jeune, qui a finalement été joué au foot avec, Ouais, le gardien ou le fils de sa du gardien résidence. du lieu dans lequel il habitait, qui Mmh était mh. noir et au départ, il voulait pas, jouer ou toucher ou être en contact avec des noirs. Ça t'avait un petit peu, dans un premier temps, secoué. Puis le week-end était passé, il t'avait raconté cette histoire et je me dis rien que pour ça, en réalité, ce que tu fais montre que les graines, elles peuvent pousser, ben, immédiatement ou bien Mmh. plus longtemps après, comme tu viens de le dire, avec ce témoignage sur Ouais. Instagram. Je trouve ça, vraiment très C'est, touchant. c'est un c'est un travail de foi, ouais et c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on est dans un monde où on nous demande toujours plus, tu vois? Je parlais des indicateurs de mesure, d'impact et cetera et on nous demande toujours plus de chiffres et d'impact immédiat. On est dans un monde du court terme de plus en plus. Sauf que quand tu veux éduquer à la paix et au dialogue et transmettre des valeurs citoyennes à des enfants, bah, on parle d'un travail de long terme et où effectivement, la plupart du temps, tu verras pas le résultat et il faut avoir la foi en l'impact de ce que tu fais. Et j'ai un exemple comme ça, une anecdote qui, je j'ai même pas envie d'appeler ça une anecdote tellement c'est fort pour moi, mais j'ai ramené donc, quand j'étais en Tunisie, j'ai notamment organisé un voyage scolaire où j'ai ramené 21 petits Tunisiens dans les Côtes d'Armor à la rencontre des petits Bretons avec qui je les avais mis en correspondance et ils ont passé une semaine ensemble et c'était formidable et ça, c'était en mars 2014 et en novembre 2015, donc 1 an et demi après, on parle d'enfants qui ont, ouais, 8-10 ans, on va dire. 2 jours après les attentats du Bataclan, j'ai reçu un mail d'une maman d'un des élèves bretons qui me disait: «Merci, merci». Parce que la première chose à laquelle a pensé mon fils, c'était ses correspondants tunisiens et que ça n'avait rien à voir avec tout ça et qu'ils avaient beaucoup plus en commun que ce qu'on imaginait et ça faisait 1 an et demi, c'était un gamin de 10 ans et à un moment aussi fort et aussi clivant et aussi polarisant que des attentats terroristes qui ont été beaucoup trop liés aux musulmans et aux musulmanes en général, bah, ce petit garçon, à quoi il a pensé? Que, bah, non, c'est pas vrai parce que lui, il les connaissait, les petits enfants musulmans et musulmanes et que non, c'était trop facile de généraliser. Bon alors, Ah! autant te dire que j'ai pleuré en lisant le mail. Bah, oui, là, je suis au bord. C'est vraiment aussi pareil, très, très émouvant Mmh. ce que tu dis là. Mmh. Donc preuve que, un travail de long terme, de longue haleine, de fond, pas forcément, même si tu t'exposes souvent, pas for en conférence notamment avec ces TEDx, avec le podcast, que tu animes et cetera. Malgré tout, ben, mais ça c'est un travail qui se fait sur le long terme et alors tu as posté quelque chose, je crois que c'était hier ou aujourd'hui, une photo de toi un peu, comment dire? Un peu étonnante, sur laquelle tu dis: «Mais non, mais en fait ça, c'est vraiment moi». Comment dire? Est-ce qu'afficher comme ça cette espèce de à la fois, bah, d'authenticité, mais aussi de vulnérabilité, parce que c'est important, cette, vulnérabilité. Est-ce que ce don de soi dans la prise de parole publique, tu penses que c'est quelque chose qui permet un engagement de l'autre? Ou le tien d'ailleurs? Hem, moi je pense que sans ça, tu ne peux pas. Ouais, Avoir un impact, en fait. Sinon, tout tu à es fait d'accord, d'accord. tu donnes des chiffres, tu donnes des théories que tu es allé chercher dans des recherches, très intéressantes, mais voilà, non, qu'est-ce qui fait que les gens, ils accrochent? Qu'est-ce qui fait que ça leur parle? Parce que c'est incarné, parce qu'ils sentent bien que ce dont tu parles, tu l'as vécu, en fait et je pense que c'est toute la force, tu vois? Moi, j'interviens effectivement avec mes conférences. Il y a eu certes la conférence TEDx qui était, grand public. Moi, j'interviens en conférence en entreprise.
sur les compétences interculturelles. Donc, je peux intervenir aussi bien, auprès d'équipes, terrain qu'auprès des grands dirigeants de grosses entreprises internationales et cetera. Et bah, ce qui fait la différence, c'est le fait que oui, bah, ça fait 15 ans que moi je suis sur le terrain et que ce que je raconte, ce que je partage, les anecdotes, les tout ça, c'est vrai, c'est moi et je fais pas semblant et de toute façon, je sais pas faire semblant, je crois. Donc, la question s'est même pas posée. Mais donc parmi les compétences interculturelles que je partage, notamment en entreprise, mais évidemment, en fait, je raconte la même chose à des managers, des hommes de plus de 50 ans dans l'industrie de grosses boîtes qu'à des enfants de 8 ans. Bon, je leur dis pas exactement comme ça, mais mais donc il y a 3 compétences interculturelles clés et la première compétence interculturelle clé, c'est la vulnérabilité. Et la vulnérabilité, comment elle est définie? Elle est définie par avoir le courage de se montrer authentique. Donc on en revient à l'authenticité dont tu parlais également. La vulnérabilité, c'est pas la faiblesse. La vulnérabilité, c'est du courage, c'est la force de dire: «Voilà ce que je suis», sans faux semblant et cetera et c'est ça qui crée la confiance, en fait. C'est hyper intéressant, on parlait de TEDx, moi mon TEDx absolument favori de tous les temps, c'est le pouvoir de la vulnérabilité. Il y en a une qui s'appelle Brené Brown, qui est une chercheuse américaine qui est juste exceptionnelle et c'est elle a mené sa carrière sur cette notion de vulnérabilité et elle parle du fait que, bah, en fait, ce qu'elle a découvert dans ses recherches, c'est que c'était la clé de la connexion. En fait, tu ne peux pas créer de la confiance, tu ne peux pas être relié aux autres si tu fais semblant et donc bah, dire: «OK, là, j'ai pas compris» ou dire: Là, je flippe avant de monter sur scène devant vous» parce que je le dis en conférence. Je dis: «Moi, la dernière fois où je me suis sentie vulnérable, c'était avant de monter sur scène pour vous dire ça, quoi». Donc peut-être que vous pouvez aussi, partager un peu de votre vulnérabilité. Mais en fait, pour moi, sans en fait, c'est simple, la vulnérabilité, c'est de l'authenticité. Sans authenticité, tu peux pas créer du lien, tu peux pas toucher les gens. Donc oui, pour moi, c'est central. C'est exactement merci, vraiment infiniment merci de ce témoignage. Non, c'est vrai parce que c'est quelque chose pour lequel, vraiment j'essaye d'actionner, éclat de voix, d'expliquer aux gens que dans la prise de parole, c'est aussi ça la clé. Dans le dernier épisode, je parlais de robustesse, sous le prisme, des travaux d'Olivier Hamon, par exemple et la robustesse de la langue, des langues, c'est le fait qu'elles aient, des moments d'hésitation, qu'elles Mmh. aient, des différents sens pour un seul mot, qu'elles aient, pas toutes les mêmes connexions. Mais en réalité, ce qui fait qu'on va pouvoir se sentir touché par quelqu'un, c'est la manière dont il va s'exprimer et la manière dont il va s'exprimer, ça ne veut pas dire s'exprimer d'une manière théâtrale justement, Mmh. quelque chose qu'on va absolument un rôle qu'on veut endosser, mais en étant soi parce que du coup, on touche beaucoup plus l'autre. Finalement, est-ce que, pour toi qui as envie aussi d'infuser, comme tu dis, du positif, cette vulnérabilité, elle permet, un peu plus, de susciter, je sais pas, l'émerveillement aussi, dans les parmi les gens que tu rencontres? J'imagine que Ouais. oui, mais Ouais, non, si, oui, l'émerveillement est central dans ce que je fais et c'est pour ça que je parle peu de tu vois, je me positionne pas comme, luttant contre le racisme ou les discriminations ou, les extrémismes et cetera, même si évidemment que ça a un lien avec tout ça. Mais parce que quand tu luttes contre, tu viens face à un problème que tu vas résoudre. Alors que quand tu viens sous un prisme d'émerveillement, de curiosité, de découverte, autant de l'autre que de soi, parce que qu'est-ce qui se passe quand tu découvres d'autres manières de vivre et de comprendre les choses? Tu dis: «Ah mais moi, je fais ça comme ça, mais j'y avais jamais réfléchi» et mieux tu te connais, moins tu te sens menacé par la différence. Donc donc pour moi, cette approche par le positif, elle est hyper importante, mais autant dans la société de manière générale qu'en entreprise où effectivement on ne parle pas de gestion de la diversité. On parle de comment tu vas interagir avec des gens qui sont différents de toi pour réussir ensemble à trouver des clés concrètes qui vont permettre d'être plus performant, qui vont te permettre d'être efficace, de te sentir mieux au travail et donc de créer des liens avec tes collègues et donc d'aller plus loin. C'est ça qui ce prisme-là, pour moi, il change tout. Il change tout. Donc ouais et donc effectivement, le fait d'être authentique, alors sachant que moi, en plus, je suis passionnée par mon sujet et qu'en général, je sais que ça se sent, bah, ça embarque les gens là-dedans aussi et donc oui, tu vois, je suis intervenue récemment, auprès des vice-présidents d'une très grosse boîte française présente à l'international.
bah, je leur parlais comme je te parle là, de la diversité culturelle, avec la même passion, avec le même engagement, avec la même et c'est moi et ils le sentent et du coup derrière les discussions, elles sont infinies, c'est génial. Parce qu'eux, ça leur ouvre la porte pour faire la même chose. C'est ça qui se passe quand tu te montres vulnérable et authentique. C'est que tu envoies le message à l'autre qui peut faire la même chose et qui sera en sécurité et qui tu vois, qui peut se permettre de le faire. Et donc c'est la clé du dialogue. Parce que si toi, tu peux t'exprimer tel que tu es et que tu ouvres la porte à l'autre pour qu'il s'exprime tel qu'il est, bon, bah, ça y est, tu peux discuter, quoi. Alors toi, tu ouvres la porte de plein de façons parce que tu utilises, différents canaux de communication. Tu as ton podcast, qui s'appelle, Surprise interculturelle. Franchement, je vous invite à aller écouter justement celui sur, Madrid et celui sur la Colombie parce que je me suis vraiment reconnue dans celui sur la Colombie. Sur Heu, les horaires, les parce que j'en ai horaires, plusieurs voilà, je pense que sur nous la vivons la Colombie. même chose toutes les 2. Ouais, Tu es aussi donc tu absolument. l'as dit, conférencière internationale, tu fais donc tu as fait ce TEDx et puis tu as aussi, intégré un comité éditorial dans la publication Heritage Alive de l'UNESCO. Donc ça étend aussi ton influence, ton prisme sur l'écrit spécialisé. Oui. Comment est-ce que tu combines l'ensemble et est-ce que tu as l'impression que, peut-être il y en a un dans lequel tu es plus à l'aise que dans l'autre, peut-être qu'il y en a un qui porte plus que l'autre? C'est une bonne question que je m'étais jamais posée, que peut-être que j'aurais dû me poser d'ailleurs pour garder l'équilibre. Non, en fait, je crois que c'est j'ai besoin que ma vie soit multiple et du coup, mon équilibre vient de cette diversité-là. Mes 2 activités principales, clairement, c'est Constellatio, donc l'intervention auprès d'enfants et donc la gestion de projets internationaux aussi, parce que c'est ça, les projets qu'on mène avec Constellation, on les mène dans plusieurs pays en parallèle et cetera et la conférence. Je pense qu'une grosse source de mon énergie vient de mes interventions auprès des enfants. Clairement, ça me nourrit, ça me donne de l'énergie, c'est incroyable et donc je suis hyper à l'aise là-dessus. La conférence, je fais partie de ces gens bizarres qui adorent monter sur scène avec un micro devant 500 personnes. Donc On j'adore partage, ça. ça, Et oui, j'ai vraiment un côté, adrénaline là-dedans qui pareil me nourrit, mais différemment. Et je pense que franchement ces interventions en entreprise, elles sont tout aussi importantes que celles auprès des enfants. Même si ça semble moins, justement, quand il parle d'impact, de société et cetera. Mais en fait, j'aime bien donner l'exemple du matelas. On parle de quand tu achètes un matelas, il faut investir parce que tu vas passer, bah, 1/3 de ta journée sur ton matelas, tu vois, dans ton lit et donc ça a un impact important sur ton quotidien. Bah, en entreprise, sur notre vie, d'adulte actif, on passe 1/3 de notre journée aussi, voire plus, au travail et donc si on arrive à avoir un impact positif au travail sur l'interculturel, on a un impact sur la société automatiquement. Et les gens, ils vont pas venir choper des trucs au travail des: «Ah tiens, OK, je développe mes compétences interculturelles. Par contre, quand je sors du travail, je les laisse au bureau dans un tiroir», quoi. Donc je trouve que tout ça, ça se complète à la fois au niveau sociétal et au niveau personnel de comment je m'engage, sur, Heritage Alive, c'est juste extraordinaire parce qu'en fait, comme Constellatio est accrédité par l'UNESCO, je représente Constellatio auprès du forum des ONG accréditées pour le patrimoine culturel immatériel et cette publication, on choisit des thématiques et les ONG accréditées par l'UNESCO écrivent des articles sur comment eux, ils travaillent ces sujets-là sur le terrain et donc on donne la voix. C'est tu vois, c'est les éclats de voix, ce sont à la fois les miens et donner la place et donner une scène aux voix des autres, autant des enfants qui vont raconter leur culture que des ONG qui vont raconter comment ils transmettent le patrimoine immatériel et comment ils créent du lien social grâce à ça dans différents pays. On est à peu près 250 ONG accréditées par l'UNESCO dans plein de pays du monde et donc bah, cette publication, elle sert aussi à ça. Donc, le podcast, j'ai à la fois mes propres anecdotes interculturelles que je partage, mais aussi des invités. Donc je porte leur voix à eux également. Donc tout ça, c'est un écosystème finalement, personnel qui, à la fois, me met en difficulté parce qu'effectivement, c'est énormément de travail et j'ai du mal à me limiter, donc j'ai tendance à me cramer un petit peu. Mais c'est aussi ça qui me nourrit et qui fait que je garde l'équilibre quelque part. Donc c'est assez étonnant, ouais, il y a C'est vertueux ton affaire là, c'est quand même très vertueux. Et il y a ouais. une petite touche que j'adore particulièrement dans ton travail, c'est l'hybridation parce que je suis vraiment convaincue que c'est aussi une des clés pour demain et pour, innover comme on veut le dire en ce moment. C'est pas en refaisant exactement les mêmes choses, mais c'est peut-être en les refaisant avec un autre prisme, c'est ce que tu n'arrêtes pas de répéter.
Et parmi les projets que tu as menés, que vous avez menés avec, Constellation, il y avait entre autres, le projet Ursino, je ne sais pas si on prononce comme Ouais, ça. sinon, ouais, très bien. Et dans ce projet, c'était en fait des jeunes qui venaient découvrir leurs plats, je mets des guillemets, «typiques», qui sont en fait, en réalité, au fond, des mélanges et c'est ça ce que tu as mis, en avant. Comment est-ce que, ce travail justement que tu as fait aussi de alors préalablement j'imagine de recherche pour en arriver, à mener, cette expérience, permet à un jeune ou à un enfant ou à même un adulte de passer justement, d'une sorte d'identité qui est un petit peu: «Bon, bah, oui, voilà, moi, je suis comme ça», Figé. Mmh. à, une parole un peu plus fière et puis, ce sentiment que finalement, partout dans le monde, on est tous métissés, quoi qu'on en pense et quoi qu'on veuille bien dire. Absolument. Alors, tu vas rire, le travail, je le fais pas en amont. Je le fais au fur et à Ah! mesure, c'est même pas je le fais, enfin si, je travaille, hein, mais c'est eux qui le font. Donc concrètement, en très résumé, Orsino, c'est un projet effectivement, qu'on a mené dans 5 pays différents. Donc en France, en Italie, au Liban, au Maroc et en Colombie, où, des élèves de 5e, 4e, donc de 13-14 ans, vont aller collecter des recettes traditionnelles dans leur famille, dans leur communauté. Sur cette base-là, ils mènent des recherches historiques pour découvrir l'origine des plats et des ingrédients et se rendre compte qu'effectivement, il y a toujours eu de la diversité dans nos cultures et ensuite ils repartagent ça sous forme de vidéos, de capsules vidéo où ils parlent des plats qu'ils ont collectés et du coup des informations historiques qu'ils ont découvertes. Et on collabore avec des historiens de l'alimentation de chacun des pays et avec des chefs cuisiniers de Waouh! chacun des pays et donc ce qui se passe, c'est que c'est pas moi qui fais le travail en amont, c'est que les élèves font le travail de recherche. Moi derrière, je fais un travail monumental jusqu'au bout de la nuit entre chaque atelier pour aller vérifier ce qu'il y a en ligne dans les recherches et cetera, pour vérifier si c'est fiable ou non et les aider à ajouter des questions quand, il leur manque des informations qu'on transmet ensuite à l'historien ou l'historienne de l'alimentation de leur pays, qui vient compléter, vérifier, valider les informations. Et donc effectivement, il y a une hybridation à la fois des cultures, mais aussi, bah, des compétences que tu viens développer en faisant un projet comme ça, puisqu'il y a la compétence interculturelle, il y a de l'intergénérationnel. Ils ont toute une trame d'interview, ils vont aller chercher les recettes certes, mais aussi, ils vont aller questionner sur, bah, qu'est-ce que ça te rappelle comme souvenir? Qui est-ce qui cuisinait ce plat-là? Est-ce que c'est plutôt un plat de fête, un plat du dimanche, un plat qu'on fait avec les restes? Est-ce qu'il y a des plats similaires sur d'autres territoires avec des variantes et cetera? Donc on vient recréer du dialogue intergénérationnel. Ils font des recherches historiques, ils vérifient leurs sources, ils se rapprochent d'experts. Donc effectivement, il y a un moi j'aime pas les cases. Les cases, elles sont faites pour être liées et l'interculturel, c'est ça, interculturel. C'est pas dire telle culture fonctionne comme ça, telle culture fonctionne comme ça, c'est tisser des ponts et s'intéresser à la fois aux différences, mais aussi aux points communs entre nos cultures et donc bah, ce projet-là, voilà, ouais, effectivement, c'est ça, c'est de montrer qu'il y a pas de pureté culturelle, que, le hachis parmentier bien français, bah, la pomme de terre, elle vient d'Amérique, que, le thé à la menthe bien marocain, et tunisien et algérien, bien maghrébin, bah, le thé, on est d'accord? Il pousse pas au Maroc. Le thé, il vient des Himalayas et ce sont des ambassadeurs anglais qui l'ont offert à la cour marocaine au XVIIe siècle. Donc il y a pas si longtemps que ça et pourtant c'est hyper emblématique de la culture marocaine. Donc voilà, c'est de donner du recul, un petit peu de la perspective pour dire: «Attention, la diversité, c'est pas juste est-ce que c'est bien ou pas bien?» Elle a toujours fait partie de nous. Maintenant, comment on fait pour que ce soit une richesse et pas un frein et une menace? Je voudrais bien que tu nous parles du sarrasin, s'il te plaît. Ah, du sarrasin. Oui, le sarrasin, donc bah, moi je suis bretonne et mon ONG a son siège à Rennes, effectivement et chez nous, bah, c'est la galette de blé noir qui est emblématique, un des emblèmes en tout cas de notre, gastronomie locale. Le sarrasin, il vient d'Asie du Nord-Est et il a été, il a migré par la Russie et le nord de l'Europe avant d'arriver chez nous finalement assez tardivement. Je veux pas te dire de bêtises, je crois que c'était au 15e ou 16e siècle. En tout cas, merci pour mettre en lumière effectivement toute cette, richesse mondiale. On parle de mondialisation aujourd'hui, mais elle existe depuis très longtemps finalement à Bien t'écouter sûr. et en réalité, c'est quand même comme ça que ça se construit, qu'on s'est Mmh. construit. On n'est pas resté, figé à un seul endroit, sinon on serait des robots. Nos ancêtres les Gaulois. C'est ça. Alors, justement, parmi, les enfants, les élèves que tu as rencontrés, il y en a certains qui probablement, se sentaient, très,
en difficulté dans le cadre de leur prise de parole, bah, peut-être parce que, soit ils se sentaient pas à l'aise, soit ils se sentaient déconnectés parce qu'ils étaient pas exactement de la «bonne culture», entre guillemets, là où ils étaient. Qu'est-ce que tu pourrais, préconiser ou mettre en avant, pour qu'une personne qui se sente un peu différente justement ou stigmatisée ose, faire un pas, dire qui elle est et s'afficher un petit peu davantage? Bah, nous, tout le projet Orsino a été construit autour de ça quand même, dans la mesure où on collectait des recettes locales. Même si on laissait la place aux élèves issus de l'immigration, par exemple, d'aller ramener leur plat de famille également, mais les recettes qui étaient choisies pour les vidéos étaient des recettes locales, pour montrer qu'ils avaient leur place dans la culture locale également. Donc tu vois, tout le projet avait été construit autour de ça quand même, donc ça aide. Après, je pense qu'il y a une logique de fierté aussi. Moi, je suis convaincue que tu portes ta voix plus facilement quand, il y a une nécessité qui te dépasse. Pourquoi moi alors bon, je parle beaucoup de base, c'est ma nature, mais pourquoi je suis encore là aujourd'hui après 15 ans à galérer? Parce que c'est vraiment très dur de porter une ONG, surtout sur la culture et enfin bon et sur le patrimoine immatériel, ce qui est encore plus compliqué, mais parce qu'il faut que ce message, il soit porté. C'est pas une question d'est-ce que moi je suis légitime ou pas pour le porter, c'est il faut que ce message soit entendu et du coup, c'est ça qui m'amène à sortir de ma zone de confort et je pense que, tu vois, avec ce projet-là, nous on a travaillé notamment avec, des élèves en difficulté, d'apprentissage, collège SECPA, des élèves avec, des handicaps plus ou moins lourds, mentaux, psychologie, enfin bon bref, des difficultés d'apprentissage et clairement ce sont pas les premiers que tu vas mettre sur le devant de la scène à porter, à donner une conférence quoi, clairement. Mais le fait de les positionner en tant que représentants à l'international de leur culture, ça leur donne un sentiment d'utilité, en fait, de mission. Il y a un côté mission qui fait que tu oublies ce que tu es capable ou pas capable de faire et tu dis en fait, finalement, tu te centres sur le message plus que sur toi et après, bah, nous, c'est notre travail aussi de les accompagner là-dedans et de dire: «Bon, bah, on va découper ton texte en plusieurs parties. Là, on va mettre une image d'illustration», parce qu'on travaille avec de la vidéo, donc on recoupe. Alors des fois, c'est c'est challengeant, hein. Des fois, c'est un sacré défi parce que tu as 5 coupures dans la même phrase, donc voilà. Mais donc c'est nous aussi qui les accompagnons là-dedans, pour qu'ils gagnent en confiance. Mais je pense que ce qui est fondamental là-dedans, effectivement, c'est la notion d'objectif et du message que tu portes au-delà de qui tu es et si tu es capable de le porter. Waouh, c'est fabuleux ce que tu nous racontes là. Alors, pareil, dans cette notion d'hybridation, que j'adore chez toi et d'une manière générale aussi, je me disais, bon, c'est pas toujours évident de se, mettre en lien avec un collègue, un voisin, dans un cadre, culturel, une sorte de conversation parce que il y a aussi en interculturalité, tu vas peut-être nous le dire, mais il y a des choses qui te hérissent un peu dans les façons d'approcher ces questions. En tous les cas, moi, j'ai adoré aussi le projet Lyra qui est, un projet artistique mais aussi pédagogique qui réunit 6 musiciens traditionnels, hein, il me semble, c'est ça? Donc il y avait, France, Tunisie et Inde. Le résultat, c'est juste, waouh et je me dis: «Ben, ça peut être une porte d'entrée de discussion, non?» Oui. Bah, la musique a beaucoup été utilisée pour ça et c'est vrai que c'est assez naturel parce que la musique, c'est une autre forme de voix, sans passer par la Bien sûr. langue, quand ils ne partagent pas la même langue et tu vois, sur le projet Lyra, on a fait des résidences artistiques en Bretagne, en Inde et en Tunisie. On est intervenu auprès de 1 300 enfants dans les 3 pays pour leur montrer que quand on s'écoute les uns les autres, on peut faire des jolies choses ensemble et bah, les enfants parlaient pas toujours la langue de chacun des musiciens, évidemment. On a collaboré avec des artistes d'autres pays et notamment en Inde avec des musiciens Langa qui sont des musiciens d'une caste de charmeurs de serpents du désert Rajasthani. Ils parlaient ni anglais ni français et pourtant on a créé, 2 morceaux ensemble et ils ont réussi à s'entendre, quoi. Donc la musique est c'est un canal assez naturel, je trouve, pour créer du dialogue. Ça t'oblige à écouter, à trouver la manière de faire comprendre à l'autre comment toi tu fonctionnes. Enfin, c'était extraordinaire de voir de voir les musiciens travailler ensemble, tu vois? Et de voir: «Ah bah tiens, nous, on a ça comme» parce que c'était pas de la fusion, tu vois? C'était pas des musiciens, bretons qui jouaient de la musique tunisienne. Il y avait tu reconnais vraiment dans la musique de Lyra, les essences de chacune des cultures qui sont mises en dialogue et donc c'est là tout l'intérêt, encore une fois. Ça rappelle que quand tu te connais,
ça t'amène à plus facilement poser des questions à l'autre sur comment il fonctionne. Quand l'autre te présente tel mode de fonctionnement, tu dis: «Ah bah tiens, moi je fonctionne comme ça». Et en fait, c'est parce qu'il y a de la diversité qu'on peut avoir du dialogue, parce que sinon on raconte tous la même chose, en fait. Et mieux tu te connais, et c'est fondamental, mieux tu connais ta culture, mieux tu connais ton mode de fonctionnement, plus tu vas être à même d'amener l'autre à te partager la sienne, et moins tu vas te sentir menacé par cette différence. Pourquoi en Bretagne, on a assez peu d'extrême droite, parce que nous, on sait qui en est. Donc quelqu'un qui vient et qui est différent, ça vient pas remettre en question, ce qu'est un breton, quoi, tu vois? Ça nous fait pas peur. Mais donc, ouais, je pense que ce dialogue est fondamental, et la musique, elle est, assez utile, et efficace dans ce domaine-là. Oui, peut-être aussi parce qu'elle amène, au-delà des mots, des ressentis, j'imagine, Ouais, des ça émotions, t'évite c'est une manière l'effort, d'exprimer des émotions aussi, hein. et des émotions, Mmh, exactement, bien sûr, bien ouais. sûr. Donc là, les questions, d'interculturalité, elles sont un peu, parfois, caricaturées, j'ai envie de dire, en Mmh. entreprise. Donc, toi, tu l'as étudié aussi, hein, en entreprise, sous l'angle de la proactivité, comme tu dis. Qu'est-ce qui manque aux dirigeants, actuels, aux managers ou même peut-être aux gens, hein, simplement, pour passer parce que quand même, il faut bien le dire, hein, on nous parle beaucoup de diversité, donc ça, c'est le discours marketing, on va dire, à une véritable, prise de parole, un véritable engagement sur la diversité au sein, de l'entreprise? Bah, le petit truc qui manque, c'est encore une fois cette prise de conscience que l'interculturel, c'est pas apprendre telle culture, telle culture, telle culture, que c'est pas encore aujourd'hui en entreprise, on a trop souvent la conférence sur comment on travaille avec les Chinois, ou, en expatriation, la formation de préparation au départ de voilà la culture colombienne. Mais en fait, tu as beau avoir appris ce que tu veux sur la culture colombienne, si tu débarques dans le pays, tu vas être aussi paumé que n'importe qui d'autre, parce qu'en fait, la culture, elle s'apprend pas. C'est pas des données culturelles qu'il faut collecter. Ce qui compte, c'est ta posture. Ce qui compte, c'est ton intelligence interculturelle. C'est de savoir qu'effectivement, tu vas te sentir vulnérable. C'est de savoir le dire, savoir dire: «Écoute, là, en fait, il s'est passé ça en réunion l'autre jour. Ben j'ai pas compris». Clairement, j'ai dit un truc qui est pas passé, mais je sais pas ce que c'est. Est-ce que tu peux me donner ton regard là-dessus? Plutôt que de, serrer la vis parce que, ça s'est mal passé, je sais pas quoi. C'est montrer la curiosité, apprendre à poser des questions pour comprendre, pas pour répondre. Avant de répondre, juste écouter réellement pour essayer de comprendre comment fonctionne l'autre personne, et se poser des questions sur comment nous, on fonctionne. Mais c'est absolument fondamental, et ça semble une évidence, mais quand on réfléchit bien, quand on regarde autour de soi, non seulement les autres le font rarement, mais nous aussi. Nous aussi, on a du mal à ne pas être dans la «j'écoute pour pouvoir rebondir dessus». Non, et la notion de décentration, et la décentration, c'est quoi? C'est comprendre qu'on a des fils culturels et qui sont pas universels, et qu'on peut ne pas être d'accord sans qu'il y en ait un qui ait raison et un qui ait tort. Et en fait, si tu as pas ces 3 compétences-là, donc la vulnérabilité, la curiosité et la décentration, tu pourras prendre toutes les données culturelles que tu veux, tu seras pas plus efficace, tu seras pas plus à l'aise en milieu multiculturel. En fait, l'erreur principale sur l'interculturel qu'on fait depuis des années, notamment en entreprise, c'est que c'est pas de l'interculturel. C'est du culturel. Telle culture, pas comment tu vas tisser des ponts entre les 2. Donc c'est à partir du moment où on commence à retravailler notre posture et notre intelligence interculturelle, bah, là, les données culturelles, elles deviennent intéressantes, mais tu vas les collecter automatiquement si tu es dans une démarche de curiosité et de découverte de l'autre, non critique, et cetera. Tu vois? Pour moi, l'élément manquant dans plein, plein, plein de situations où la diversité culturelle freine l'entreprise, la met en difficulté, amène les gens dans les équipes à être mal, pas à leur place, et cetera, c'est qu'on ne travaille pas sur ces compétences-là. Ah, mais un des épisodes que tu avais, fait et je l'ai cité tout à l'heure, sur, Madrid, cette notion de politesse ou pas Mmh. politesse, ça m'a vraiment, oui, je me suis dit: «Mais évidemment, une fois qu'on est décentré, tout à coup, ça devient, ben, un non-sujet. C'est Ouais, juste une façon de faire qui est qui est différente» différente. et dans le pays où je réside actuellement, on a un autre biais qui est que dans ce pays, il y a 3 langues qui sont parlées, parmi lesquelles le français et qu'en tant que Français, on a l'impression qu'on arrive dans une province de chez nous, mais pas Ouais. du tout. Surtout Les nous, codes sont Français, quoi. voilà, Enfin, voilà, c'est un pays et on leur colonial donne où il y a un côté, exact. mais au-delà de ça, effectivement, il y a un côté, si on parle la même langue, on va moins réfléchir à nos différences culturelles, et du coup, Et on j'imagine est que souvent plus on parle de choc culturel, on a souvent un choc culturel plus important quand on est avec des gens qui parlent la même langue que nous, parce qu'on s'attend mmh. moins à la différence.
Ouais, ça a été vraiment quelque chose que j'ai pas vécu le choc en soi parce que je m'y attendais, Non, mais c'est mais des c'est plus micro-chocs, long enfin à c'est infuser et à ouais, comprendre les subtilités. ouais. C'est plus compliqué. C'est pareil, en Belgique, par exemple, il y a des choses qui se font différemment. Mais Quand j'ai même en vécu aussi France, au hein. Québec oui, En c'est France, vrai. entre régions, enfin moi j'ai habité, à Lille, en Normandie, en Bretagne, dans le nord-est, dans le sud-est, dans le sud-ouest, à Paris. Bah, je peux te dire que les différences, elles sont là, sauf que tu t'y attends pas. J'avais eu cette discussion, là, en fin d'année avec un des musiciens du projet Lyra, un des Bretons, avec qui on se faisait le commentaire que parfois c'est plus facile de travailler avec des étrangers qu'avec des personnes de ton propre pays, parce que quand ce sont des étrangers, tu t'attends à ce qu'il y ait des différences et du Mais coup, c'est juste. tu l'intègres dans ton mode de fonctionnement. Alors que quand tu es avec des gens de ton propre pays, tu réfléchis pas forcément, aux éventuelles différences dans l'interprétation des faits et cetera. Quand je parlais de décentration et ça, c'est absolument fondamental, c'est séparer les faits de l'interprétation qu'on en a. Quelqu'un qui arrive en retard, pour nous Français en général, ça veut dire: «Il me manque de respect. Il s'en fout de me laisser poireauter», voilà. Bah, dans un autre pays, c'est pas ça que ça voudrait dire en fait. Le fait, c'est il est arrivé en retard. L'interprétation des faits, c'est ça notre filtre culturel et c'est ça qui va changer d'un endroit à l'autre. Donc c'est arrêter de penser automatiquement: ça veut dire ça. Alors, tu as une petite particularité, en plus de tout ce que tu nous as dit là, c'est que tu es, ceinture noire de karaté et puis tu es aussi Je une me disais: «Qu'est-ce railleuse. qu'elle va me dire?» Alors pourquoi, je le souligne? C'est simplement que je me dis, bah, c'est des expériences qui sont quand même un peu hors cadre par rapport à ce que tu vis et je me demandais en quoi, c'est pratique parce que je sais que moi qui fais beaucoup de vélo et de yoga à côté aussi, comment ces pratiques, elles peuvent nourrir aussi ta capacité, à prendre, la parole, d'une façon, peut-être plus affirmée, devant des décideurs ou d'avoir ça peut être aussi cette optique-là, tu vois? Des idées qui viennent en courant, ou des illuminations. Est-ce que, ces pratiques-là, elles t'appuient quelque part dans ton parcours? Bah, déjà, elle m'appuie sur mon équilibre, global. On oublie souvent, c'est que le sport, ça vient oxygéner le cerveau et donc si tu veux être efficace, c'est important d'aller renouveler ton sang là, tu vois? Donc rien que pour ça, déjà, c'est bien. Moi, le karaté, c'est mon sport de cœur, c'est la seule activité que je fais dans ma vie où j'oublie ce qui se passe, où je suis dans le moment vraiment présent et je ne réfléchis absolument pas au travail, voilà. Donc c'est ma survie tient entre autres du karaté. Ce qui est pas du tout le cas avec la course à pied où pour le coup, au contraire, quand je cours, j'ai tout le temps du monde pour réfléchir. J'ai que ça à faire. Donc voilà, par contre, quand je cours, j'écoute des podcasts, justement pour moins réfléchir, mais ça nourrit forcément, ce que je partage et cetera. Puis après, on peut élargir. Le karaté, c'est un sport avec des valeurs fortes de discipline, de respect, d'écoute. D'ailleurs, je parle de karaté dans ma conférence signature. Déjà comme exemple parce que pour illustrer le fait que les cultures ne s'appliquent pas qu'à des pays, mais à des groupes de personnes de manière générale. Donc on a aussi des valeurs, des rituels, des symboles qui sont propres, au karaté par exemple, vis-à-vis, d'un autre sport ou d'un club à un autre d'ailleurs. Pourquoi j'en parle en conférence? Parce qu'on du coup ça nourrit vraiment, tu vois, mon travail et comment je porte ma voix. Au karaté, on travaille jamais seul. Au karaté, tu t'améliores pas seul, ça n'existe pas. Au karaté, tu t'améliores avec l'entraide collective et notamment, bah, tu as la notion de Haïté qui est, la personne avec qui tu vas t'entraîner, contre qui tu peux combattre, mais pas uniquement. C'est aussi la personne qui va, te dire, et c'est pas forcément quelqu'un, de plus gradé que toi. Ou même pas quelqu'un du même grade que toi, mais qui va te dire: «Tiens, peut-être que là, si tu as du mal à lever la jambe, pour le Mawashi-giri, c'est parce que ton pied au sol, là, il est pas assez ouvert». C'est un regard extérieur, en fait et donc j'en parle dans mes conférences en disant que sur l'interculturel, c'est une notion hyper importante, notamment quand on parle de vulnérabilité. Comment tu vas travailler ta vulnérabilité? En trouvant un naïté, par exemple, ou plusieurs personnes, ton village de personnes avec qui tu sais que tu peux te montrer vulnérable en confiance et qui va te donner un regard extérieur sur, bah, peut-être que ta réunion là, ce qui a brillé, c'est, tel truc parce que moi, ça m'est déjà arrivé dans tel contexte que, ça se soit perçu différemment de ce que je pensais et donc voilà, donc ouais, ça a un lien et le karaté, la course à pied pardon, oui, il y a une notion de persévérance là-dedans, qui est absolument centrale et c'est au centre de beaucoup de questions que je me pose actuellement sur, ma réussite. C'est juste c'est c'est dur de ne pas voir que les échecs et je fais beaucoup le parallèle avec, la course à pied.
où j'ai couru un marathon et on m'a tellement demandé: «En combien de temps tu penses le faire?» Où je disais: «Mais je m'en fous, moi je veux juste arriver sur la ligne d'arrivée», tu vois? Mais on me l'a tellement demandé en me disant: «Ouais, mais tu as peut-être une petite idée quand même, par rapport à ta vitesse de course moyenne, machin», et donc j'ai commencé à dire: «Bah, je pense que je vais le faire en 4h30, quelque chose comme ça. Je cours pas très vite, voilà». Je l'ai fait en 5h25. Encore aujourd'hui, 3 ans plus tard, j'ai honte quand je dis aux gens que j'ai couru mon marathon en 5h25. J'ai couru 42 kilomètres et j'ai honte. Non, mais Donc c'est absurde, c'est complètement c'est absurde. absurde, oui. Mais du coup, c'est un peu le même concept, tu vois? Dire: «Bah, ça fait 15 ans que je suis là. Ouais, mais j'ai pas réussi à lever autant de fonds que je devrais, j'ai pas créé assez d'emplois par rapport à je sais pas quoi», et en fait, on te demande tellement des mesures d'impact que tu finis par définir ta réussite sur cette base-là, alors que le milieu de l'impact sociétal et cetera, c'est pas comme ça que tu évalues la réussite. Mais voilà, et l'autre parallèle que je fais avec la course à pied, c'est que, c'est hyper important d'avoir ton village, d'avoir des gens qui te soutiennent, des personnes de confiance. Parce que imagine faire un marathon avec les gens sur le bord de la route qui te disent: «Eh, tu es sûr que tu veux pas plutôt faire un 5 kilomètres le dimanche? Tu es sûr que tu vas aller au bout là? Tu peux peut-être arrêter, je suis pas sûre que ce soit très bon pour toi». Imagine courir 42 kilomètres comme ça. Donc c'est hyper important aussi quand on est entrepreneur d'avoir son village et son équipe de soutien pour pas que tout le bord de la route, ce soit des gens qui te fassent douter. Bon, mais tu as répondu à ma question sur la motivation, quand les résultats ou en tout cas, c'est pas je suis pas d'accord avec toi, c'est des résultats que les autres attendent de toi. Oui, ouais, mais ça finit par te Ça par te brille le t'impacter. cerveau. C'est Alors quand un vrai effort de se détacher de ça. mais moi, Charlotte, je suis tellement contente de te recevoir parce que je suis vraiment fascinée justement, je le redis, j'ai dit au début, mais je me répète, par tout ce que tu as fait en si peu de temps, si jeune que non, aujourd'hui, si, tu as besoin de motivation, demande. Je still pay. Et Merci. justement, comme on arrive à l'issue du podcast là, moi j'ai envie que tu reprennes ta place de leader et que, tu proposes un peu aussi à nos auditeurs, qui ont à la fois pour s'exprimer et pour agir, comment est-ce que, ou ils pourraient commencer par, créer des ponts, entre cultures ou communautés, ben, là où ils sont, dans leur contexte local, que ce soit dans une petite entreprise, dans leur quartier, dans leurs associations, comment est-ce qu'ils pourraient, défendre cette cause, prendre la parole pour cette cause et puis, ben, oui, quelles actions aussi concrètes ils pourraient, poser là, comme ça, pour se mettre en chemin et commencer à poser les pavés dont tu parlais tout à l'heure? Mmh. Alors moi, je suis quelqu'un d'extraverti, donc pour moi, c'est facile de parler. Il y a plein de gens pour qui c'est pas le cas, et je vais quand même rappeler une chose, c'est que même si je suis extravertie, même si c'est facile pour moi de parler, ça me met en difficulté dans plein de situations. C'est pas facile pour autant. Enfin, c'est pas juste j'y réfléchis pas pour autant. Moi aussi, je me pose des questions. Moi aussi, je me dis: «Est-ce que je suis légitime à parler? Est-ce qu'on va me dire que je parle trop?» Donc cette, apparente facilité, elle est pas pour tout le monde. Enfin, elle est pour personne, en vrai. Je pense sincèrement que la plupart des gens bien se posent des questions et voilà. On en revient à la notion de courage. Ça demande du courage, oser prendre la parole. Donc on peut commencer par des petits pas, des petites choses, et ce que je donne souvent comme exemple, notamment à mes sœurs, par exemple, qui me disent: «Ouais, mais moi, je suis pas à l'aise, machin et tout». Je dis: «Mais en fait, si tu es pas sûr de comment tu vas être perçu, pose des questions aux gens. Est-ce que j'ai des choses intéressantes à dire? Tu es pas sûr, tu as peur de comment, eh ben, demande aux gens de dire des choses. Amène-les, eux, à parler. Ça peut être une première étape. Poser des questions aux autres, les amener à partager des choses. Déjà, quand tu es introverti, déjà, tu sais que tu laisses une bonne première image parce que les gens, ils aiment qu'on s'intéresse à eux. Après, encore une fois, il y a poser des questions et poser des questions, donc c'est important de montrer que quand tu poses des questions que, il y a pas de jugement derrière, que c'est pas pour répondre, encore une fois, que c'est pour t'intéresser à l'autre. Et ça, c'est important, tu vois, dans ces premiers petits pas qu'on peut faire dans notre entourage, au travail et cetera, et donc pour mettre les gens en confiance, bah, on en revient à la notion de vulnérabilité. «Tiens, je ne sais pas ça», ou «Ça, j'ai pas bien compris, est-ce que tu peux m'expliquer?» Je donne un exemple concret, dont j'ai parlé dans un de mes épisodes de podcast d'ailleurs. Je suis allée en Égypte et j'ai fait les visites guidées des pyramides de Gizeh, et j'étais avec une guide francophone qui portait le voile. Je me suis dit: «Génial, c'est l'occasion d'en apprendre un peu plus sur, le voile», qui est un sujet qui est compliqué, hein, voilà.
Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, déjà, je lui ai demandé si on pouvait en parler. Est-ce qu'elle était d'accord que je lui pose des questions? Et ensuite, j'ai juste, sans à aucun moment donner mon opinion, que je n'ai pas en réalité, je lui ai juste posé des questions. Mais du coup, à quel âge tu as commencé à le porter? Est-ce que c'est tes parents qui t'ont fait porter ou est-ce que c'est toi qui as décidé? Est-ce que tout le monde dans ta communauté fait ça comme ça? Et en fait, on a une discussion hyper longue sur le voile sans qu'à aucun moment, je ne lui dise: «Moi, je pense ci ou je pense ça». C'était juste pour la découvrir. Et bah, essayez de faire ça au travail avec vos collègues. Encore mieux si vous êtes manager, que vous avez une équipe. Montrez que vous vous intéressez, montrez que vous venez pas comme quelqu'un qui sait tout. Ouvrez cette porte à la vulnérabilité en l'incarnant et du coup, bah, les autres vont plus facilement faire la même chose. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question, si c'est j'espère que c'est assez concret, mais en tout cas, posez des questions, posez-vous des questions. Rien que ça, c'est une bonne première entr'ouverture de la porte vers l'interculturel. Il faut recréer du dialogue. Un dernier éclat de voix, Charlotte? Un dernier éclat de voix. Heu, Tu me mets en difficulté, qu'est-ce que je vais te dire? Ouais, je fais Ma première réflexion, ça a été une chanson, mais je sais même pas laquelle. Hem, Ça aussi, c'est une manière de porter sa voix. J'aime exact. beaucoup chanter. J'ai juste envie de dire, on est dans un monde actuel là où si on écoute les actualités, si on suit et on se fait facilement happer par ça, on croit plus en rien. Moi, ça fait 15 ans que je suis sur le terrain et je peux vous dire qu'il y a plein de belles choses et que l'impact, il est là et que certes, c'est déséquilibré dans la prise de parole publique, dans les médias, dans les réseaux sociaux et cetera, mais tout le beau, il est toujours là et c'est juste qu'il faut, voilà, il faut apprendre à lui donner sa place et à l'écouter et à se concentrer dessus pour pas sombrer. Mais mais il y a plein de belles choses et les gens sont pleins de belles choses aussi et de belles, intentions aussi et de voilà, donc gardez la foi et incarner au maximum ces valeurs, qui vous voilà, qui vous tiennent, à cœur parce que tout ça, c'est encore là. Et plus on Bah, c'est porte la voix, plus on nous entendra et plus ces belles choses, elles seront vues et entendues donc c'est une rayonnante manière de conclure cet entretien. Je te remercie infiniment de nous avoir fait voyager, Mmh. de nous avoir invités à ouvrir, nos esprits, nos cœurs, nos âmes, à nous-mêmes, aux autres. On partage beaucoup de choses toutes les 2, même si on n'est pas juste à côté. On n'est pas de la même génération non plus, mais tout ça, ça me fait chaud au cœur et à chacun et chacune, qui nous écoute, je souhaite de suivre, ton exemple, parmi d'autres, mais franchement, aller suivre le travail de Charlotte, c'est merveilleux. Merci à toi. Oui, définitivement oui, nous sommes toutes et tous bel et bien reliés, et cela au-delà des apparences, au-delà et malgré tous les discours racistes, antiféministes, colonialistes, patriarcaux, qui, eux, relèvent de systèmes de domination qui sont interconnectés et qui perpétuent des inégalités. Alors, à vous, auditrices, auditeurs, qui avez accepté ce voyage au cœur de l'interculturalité avec Charlotte, merci d'être là, merci de nous avoir accordé de votre temps et je suppose que si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que probablement dans cet épisode, quelque chose a résonné pour vous. Alors, n'hésitez pas, partagez-le, diffusez-le sans modération. Pensez bien évidemment à lui mettre des étoiles, à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être informé de toutes les nouveautés. Et puis rejoignez-moi sur les réseaux sociaux ou via ma newsletter à découvrir sur le site www.anneclairdelval.com. Rappelez-vous, qu'oser prendre la parole, c'est se mettre en quête. Alors, d'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite des éclats de voix interculturels.